Donc moi, je suis glaciologue et en fait, j'ai un peu une double casquette. Je suis à la fois spécialiste en satellite, en traitement satellite et aussi je fais beaucoup de terrain, notamment en Himalaya. Et donc, c'est un peu le sens de l'image que vous voyez sur le fond de cette diapo. En fait, c'est une image du satellite Sentinel-2, donc de l'imagerie optique. Et en fait, on voit le sommet de l'Everest ici et le glacier du Khumbu, qui est un glacier couvert de débris, qui est un grand glacier qui a une longueur de plus de 20 km. Avant de commencer, je vais juste rappeler qu'en fait, tous ces travaux-là, c'est pas moi qui les ai faits toute seule. Donc, en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués, notamment Étienne Berthier, qui est chercheur au Lagos, Inès Dufayant, qui a fini sa thèse il y a un an et qui est actuellement en postdoc à Zurich, Romain, qui est actuellement en train de faire sa thèse, et Patrick Vagnon, qui est un chercheur de l'IGE également. Donc, je ne sais pas quel background vous avez en glaciologie, mais en fait, un des rôles des glaciers, c'est leur rôle hydrologique. Donc ici, c'est un exemple qui est tiré de l'Asie, donc ce qu'on appelle les hautes montagnes d'Asie, donc c'est-à-dire des glaciers qui recouvrent l'Himalaya, mais aussi des chaînes comme le Karakorum, le Pamir, qui sont plus à l'ouest. Et donc, en fait, ce que représente cette carte, chacun de ces camemberts, il représente un barrage qui sert soit pour de l'alimentation hydroélectrique ou pour de l'agriculture. Et en fait, les couleurs claires, ça représente la proportion des précipitations qui alimentent ce barrage, et les deux couleurs sombres, ça représente les glaciers. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans une période normale, qui est représentée ici, les glaciers, ils fournissent une très petite part de l'alimentation en eau. Mais quand on passe sur une année de sécheresse, on voit que pour tous les camemberts, la proportion de la contribution des glaciers a énormément augmenté. Et donc, c'est un peu tout l'argument de cet article qui dit qu'en fait, dans une certaine partie de l'Asie, essentiellement dans la partie ouest de l'Asie, les glaciers jouent un rôle protecteur en période de sécheresse parce qu'ils garantissent en fait une fourniture pérenne et fiable en fait, de l'eau quand les précipitations sont faibles. Donc ça, c'est à mettre en regard de choses que vous connaissez bien, des observations qu'on fait partout dans le monde, c'est-à-dire un retrait généralisé des glaciers. Donc là, c'est deux exemples qui sont pris au Pérou et en Alaska, avec une photo de 78 versus les années 2000, et 40 dans les années 40 versus les années 2000. Donc ces observations, elles sont très simples, elles sont très naïves, mais ça fait un peu des glaciers, quelque part, des icônes du changement climatique. Et en fait, tout l'objectif des travaux dans lesquels je m'inscris, c'est comment on passe en fait de ces observations assez naïves et directes à vraiment des choses beaucoup plus quantitatives, et notamment qui se traduisent en termes soit d'impact hydrologique à l'échelle régionale, soit d'impact en termes de hausse du niveau des mers à l'échelle globale. Et donc aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire, elle se structure en trois grandes parties. Je vais d'abord vous faire une introduction assez générale sur les glaciers et le changement climatique. Ensuite, je vais vous parler de travaux récents et qui sont un peu sur le point d'aboutir, qui sont en fait des traitements massifs de toute une archive satellite pour mesurer les changements de masse des glaciers à l'échelle globale. Et ensuite, il y a une petite partie un peu plus courte qui va être un peu plus relax pour finir, où je vais vous expliquer, je vais vous montrer une application en fait de la combinaison d'observations satellites très haute résolution avec des mesures de terrain. Donc, pour commencer, je vais vous faire une introduction assez générale sur les glaciers et le changement climatique. Donc, vous avez très probablement entendu parler l'an dernier de la publication du Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, ou le SROC de son petit nom. Donc, c'est issu des travaux de l'IPCC, hein, donc un énorme effort collaboratif de chercheurs de toutes disciplines. Vous êtes sûrement au courant que pour l'an prochain, on attend l'AR6, donc le Assessment Report numéro 6. Et donc, actuellement, si vous avez des collègues qui travaillent dans le domaine du climat, ils sont probablement régulièrement en train de vous dire qu'ils ont la deadline de review de l'AR6 prochainement. Donc voilà, c'est un très bel effort et en fait,
très pratique quand on travaille dans les sciences du climat au sens large, parce qu'on a une source d'information qui est très fiable et très claire. Donc, déjà, d'une façon générale, la cryosphère à l'échelle mondiale. Donc, moi, je m'intéresse que à la glace, entre guillemets, donc je vais laisser de côté tout ce qui est permafrost et tout ça. Honnêtement, je n'y connais pas grand-chose, donc vous pourriez toujours me poser des questions dessus après, mais je ne suis pas sûre de vous apporter des réponses très pertinentes. Donc, l'essentiel de la glace, elle se trouve en fait dans les calottes polaires. L'Antarctique, c'est à peu près 23 fois la surface de la France, et le Groenland, c'est à peu près 3 fois la surface de la France. L'Antarctique, ça a une épaisseur d'environ 3000 mètres à peu près. C'est 3000 mètres d'épaisseur de glace. Et donc, si toute cette glace allait dans l'océan, ça augmenterait le niveau de la mer d'environ 60 mètres. Donc ça, c'est énorme. Et c'est déjà très supérieur au Groenland, qui en fait a une surface beaucoup plus faible, donc, et une épaisseur un petit peu plus faible aussi. Et donc, le Groenland contribuerait uniquement, entre guillemets, à 7 mètres de hausse du niveau des mers. Et nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est encore moins. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les calottes continentales et les glaciers. Et en fait, leur surface cumulée, c'est environ 200 000 km², donc 700 000 km². Donc, c'est environ 1,3 fois la France. Et en fait, ils ne représentent que 30 à 50 cm de hausse du niveau des mers. Par contre, c'est vraiment sur cette petite partie de la cryosphère que je vais me focaliser aujourd'hui. Ça regroupe des objets assez divers, hein, ce qu'on regroupe derrière ce terme-là. Alors, pour la suite de la présentation, je vais vous parler de glaciers uniquement. Mais quand je vous dis glacier, il faut entendre glacier et calotte continentale. Donc, ça regroupe des grands glaciers, comme par exemple, on peut en trouver en Alaska, où il y a des champs de glace qui sont drainés par ces glaciers. En Patagonie aussi, ça ressemble. Ça regroupe des petites calottes continentales, comme par exemple l'Islande. Ça regroupe des glaciers tropicaux, par exemple, comme le glacier du Kilimandjaro. Et ça regroupe aussi les glaciers de montagne, avec lesquels vous êtes peut-être un peu plus familiers. Donc, typiquement, la mer de glace dans les Alpes. Donc, désolé, là, c'est un peu la slide rébarbative sur les chiffres tirés du SROC. Donc, sur la période 2006-2015, en fait, le Groenland est le contributeur principal à la hausse du niveau des mers. Donc, il est environ à 0,8 mm par an, suivi des glaciers à 0,6 et l'Antarctique à 0,4. Donc, ce qui est peut-être le chiffre à garder en tête, c'est qu'en fait, sur la période 2006-2015, l'ensemble de la cryosphère, c'est à peu près 50% de la hausse du niveau des mers observée. Et donc, avec en tête le Groenland et les glaciers. Ensuite, on peut regarder les projections donc pour la période 2015-2100. Donc, pour l'IPCC, on sépare les différents scénarios climatiques, on a différents scénarios climatiques qu'on appelle les RCP. Et donc, si on prend les deux scénarios qui sont au bout du spectre, donc le 2.6 qui est le plus optimiste et le 8.5 qui est le plus pessimiste, et ben on a des prévisions de contribution cumulées à la hausse du niveau des mers, des calottes et des glaciers, qui sont de l'ordre de, donc dans les scénarios les plus optimistes, d'environ 10 cm, un peu moins de 10 cm chacun, et dans les scénarios les plus pessimistes, qui sont de l'ordre de quasiment de 50 cm en cumulé. Il faut savoir qu'il y a quand même des assez fortes incertitudes associées sur les réponses de la cryosphère au changement climatique, et en particulier sur l'Antarctique. Si on regarde le RCP 8.5, en fait, on peut aller d'une contribution de 3 mm à 28 cm. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est en fait comment on mesure déjà ces changements de la cryosphère. Donc, je vais illustrer avec l'exemple de la mesure du bilan de masse d'un glacier. Donc, ça, c'est le glacier du Mera Peak, qui est situé au Népal. Donc, il coule du sommet du Mera, du sommet qui s'appelle le Mera, vers le bas. Donc, c'est-à-dire, il coule à peu près de 6400 mètres d'altitude à un peu moins de 5000 ici. Et donc, le glacier, il est séparé en deux zones. La zone haute,
qu'on appelle la zone d'accumulation, où chaque année, il va accumuler plus de neige qu'il ne va en fondre. Et donc là, pour mesurer ce qui s'est accumulé au cours d'un an, en fait, on va simplement aller faire ce qu'on appelle des carottages dans la zone haute, et donc mesurer l'épaisseur qui a été gagnée. Dans la zone basse, la zone d'ablation, on a plus de fonte que d'accumulation. Et donc, en fait, la stratégie qu'on a pour mesurer, c'est qu'on plante ce qu'on appelle des balises d'ablation. Donc, en fait, c'est simplement des bâtons, des jalons qu'on insère dans la glace. Et donc, on mesure leur émergence la première année. Et on revient l'année suivante, on mesure la nouvelle émergence, et ça donne la quantité de fonte. Et ensuite, on extrapole entre les points, enfin, on interpole entre les points de mesure. Et ça nous permet de calculer le changement de masse du glacier à l'échelle d'une année. Donc, il faut savoir que ça, c'est quand même... ça demande beaucoup d'énergie, parce que vous voyez, tous les points là, c'est des balises qu'il faut aller mesurer. Là, les carrés, il faut aller faire des puits dans la neige, donc c'est beaucoup de travail. Et en fait, il y a moins de 1% des glaciers de la Terre qui sont suivis de cette façon-là. Et en plus, il y a des énormes biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que l'essentiel des glaciers qui sont suivis, surtout sur le long terme, c'est en Europe et aux États-Unis, et en Scandinavie, enfin, si on n'inclut pas la Scandinavie dans l'Europe. Et en fait, c'est aussi biaisé vers des glaciers qui sont faciles d'accès et qui sont plutôt de petite taille. En fait, cette méthode-là, c'est complètement impossible de l'appliquer pour des grands glaciers, notamment les exemples que je vous montrais, les petites calottes, les grands champs de glace. Ça, c'est complètement impossible d'appliquer cette méthode-là. Donc, l'idée, ça a été de faire appel à la télédétection. Et au tournant des années 2000, il y a vraiment eu une révolution. C'est le lancement de 2 satellites qui s'appellent GRACE et ICESat, qui ont commencé à opérer tous les deux en 2003. Et donc, en fait, le principe de GRACE, vous le voyez peut-être régulièrement en cours pour les étudiants. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec GRACE. En fait, le principe de ce satellite, c'est qu'il mesure le champ de gravité de la Terre et les changements de ce champ de gravité. Et donc, après, il y a une série d'opérations assez complexes pour inverser ces changements de gravité en changements de masse. Donc, le principe, c'est les 2 satellites jumeaux qui se suivent et puis qui mesurent très précisément la distance entre les deux. Et donc ça marche très bien pour les calottes. Mais en fait, pour les glaciers de montagne, la glace, elle est tellement dispersée et ça fait que c'est un signal qui est quand même relativement faible au regard d'autres changements qui peuvent arriver dans l'hydrologie. Donc en fait, GRACE voit vraiment l'ensemble d'un signal de changement de masse qui est intégré, mais c'est difficile de l'attribuer exclusivement aux glaciers, surtout dans les régions où il y a d'autres processus qui peuvent arriver. Et l'autre satellite, c'est un satellite qu'on appelle ICESat. Et donc, lui, c'est un altimètre laser. Donc, c'est simplement un satellite qui va émettre des pulses de lumière vers la Terre et puis qui va comme ça mesurer une altitude très précisément. Et donc, c'est pareil, un des problèmes d'ICESat, c'est ce que j'ai illustré, c'est ce qui est illustré ici sur cette figure, c'est que ça représente tous les points sur toute la période pendant laquelle ICESat a marché dans la région de l'Everest. Et donc, on voit qu'en fait, pour des glaciers de montagne, l'échantillonnage est pas du tout, peut être très très biaisé parce que en fait, y a beaucoup de parties des glaciers qui sont jamais intersectées par des pulses ICESat. Donc ça a été vraiment une révolution d'avoir ces 2 satellites en orbite et on attend beaucoup des prochains satellites. Donc il y en a un qui s'appelle GRACE Follow-On et ICESat-2 qui ont été lancés récemment, qui vont à nouveau apporter plein de données, mais il faut quand même vraiment garder en tête ces limitations que je vous ai pointées. Bon, il n'empêche que ça a quand même été les premiers satellites qui ont permis d'avoir un bilan global des changements de masse des glaciers. Donc, c'est un papier qui a été publié par Alex Gardner en 2013 dans Science et qui fait toujours référence. Donc, nous, en fait, je dis nous, donc c'est toute l'équipe de gens que je vous ai présenté au début. Plutôt que d'utiliser ces satellites-là, on en utilise d'autres. Et en fait, on utilise des satellites qui permettent de créer ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain. Donc, des modèles numériques de terrain, c'est des représentations en 3D de la réalité à un temps donné. Et le principe, c'est que ça va nous permettre de mesurer les changements d'épaisseur des glaciers avec un échantillonnage continu. Donc, je vais juste vous illustrer le principe de la méthode. Donc, ça, c'est un MNT de 1980, à partir duquel on a fait une vue 3D du glacier Columbia en Alaska.
Et ça, c'est le même glacier avec la même vue 3D 27 ans après. Donc vous voyez, on voit à la fois le recul et l'amincissement. Donc le principe est assez simple, hein. On prend ces MNT qu'on différencie, ça nous donne des cartes de changement d'épaisseur. On intègre simplement ces changements d'épaisseur sur la surface du glacier, et donc ça nous donne un changement de volume. Et on convertit ce changement de volume en changement de masse en faisant une hypothèse sur la conversion de densité. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est très dépendante de l'acquisition des images. Donc nous, on travaille essentiellement dans les images visibles en stéréo. Et donc, on est aussi très dépendant de la présence de nuages, par exemple, et aussi de la nuit polaire. Donc, je vous présente très brièvement deux capteurs. J'aurai l'occasion de revenir plus tard dessus. Il y en a un, c'est l'instrument Aster, et donc qui est sur une plateforme qui a été lancée en 2000. Et en fait, c'est un capteur qui va prendre deux images en proche infrarouge, une fois au nadir et une fois en regardant derrière. Et donc ça permet de faire un couple stéréo. Mais la résolution est assez faible, c'est 30 mètres. Par contre, l'avantage, c'est qu'il a été lancé en 2000 et qu'il continue encore à acquérir des images à l'heure actuelle. L'autre satellite, c'est un satellite qui est beaucoup plus récent. Le premier a été lancé en 2012 ou 2014. Donc, c'est un satellite commercial qui est la propriété du CNES, de l'Agence spatiale française. Et donc, lui, qui a une résolution au sol de 0,5 mètres. Donc, ça fait vraiment des images bien, bien plus haute résolution. Et en fait, par contre, son inconvénient, c'est qu'il acquiert des zones plus petites et les acquiert à la demande. C'est-à-dire que, contrairement à Aster, qui a une stratégie d'archivage en continu, et ben avec Pléiades, il faut qu'il y ait des utilisateurs qui demandent spécifiquement une acquisition. Donc, tout ça, en fait, ça limite, ça veut dire qu'avec CMMT, on va avoir vraiment, encore une fois, des petites régions à chaque fois qu'on va pouvoir suivre. Et donc ça nous limite beaucoup pour une application globale. Donc ça, c'est un peu ce que je résume ici, c'est que, en fait, idéalement, on aimerait bien avoir des estimations des pertes de masse, enfin des changements de masse des glaciers, avec une résolution spatiale qui est bien plus grande que celle donnée par les satellites Grace et ASSat. Et en fait, on aimerait bien que cette méthode elle soit applicable à l'échelle globale ou au moins régionale pour des applications type hausse du niveau des mers ou changement dans l'hydrologie. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, notre idée, ça a été de développer la méthode géodésique, mais on va voir avec certaines améliorations pour pouvoir l'appliquer sur des très grandes échelles. Donc, c'est l'idée de ce premier chapitre sur l'estimation des pertes des changements de masse des glaciers à l'échelle régionale et à l'échelle globale. Donc là, on va se centrer uniquement sur le satellite Aster, en grande partie parce qu'il a le bon goût d'avoir été lancé en 2000, et donc ça nous donne une certaine profondeur temporelle. Alors certes, c'est que 20 ans, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on peut faire avec les autres satellites. Donc notre méthode, on l'a appelée Asterix, pour Aster Monitoring of Ice Towards Extinction. Donc en plus, on a un joli logo maintenant avec. Donc ça, c'est merci à Inès Dussaillant qui a eu cette belle idée. D'ailleurs, Inès est chilienne et derrière, vous pouvez voir le champ de glace nord de la Patagonie et le champ de glace sud ici. Donc vraiment, c'est sa marque de fabrique. L'idée qu'on a eue, en fait, c'était plutôt que de focaliser sur des différences simples de MNT, comme la plupart des gens faisaient avant. Ça a été de collecter tous les MNT qui étaient disponibles sur une région et d'extraire en fait la série temporelle de changement d'altitude pixel par pixel. On filtrait à la base avec une régression linéaire simple et des filtres sur les intervalles de confiance, qui a l'avantage d'être très très efficace en termes de calcul. Et donc à partir de ça, on revenait à la base de la méthode géodésique, à savoir des cartes de changement d'épaisseur qu'on intègre ensuite pour avoir des bilans de masse géodésiques. Dans l'équipe, on est assez rigide sur la validation. Donc là, ça c'est pour vous montrer une carte de changement d'épaisseur. Hein, donc vous en verrez quelques-unes d'autres au cours de la présentation. En rouge, c'est là où ça s'amincit.
En blanc, c'est là où ça ne bouge pas trop, et en bleu, c'est là où ça s'épaissit. Donc là, c'est un glacier du Gangotri qui est en Inde, et donc ça, c'est sa langue. Il coule de là, du bassin d'accumulation vers le bas. Et donc les amincissements sont en général, enfin les amincissements les plus forts, on les observe sur les langues. Donc ça, c'est un pattern très typique d'une différence de MNT sur un glacier. Et donc là, c'est une différence qui est entre deux satellites, donc Pléiades dont je vous ai parlé avant, et Spot 5. Et donc ça, pour vous donner une idée, c'est un peu la Rolls-Royce du bilan de masse géodésique. Ça demande beaucoup de processing manuel, etc. Et maintenant, si on fait la même chose avec notre méthode Astérix. Et donc, vous voyez que l'accord entre les deux est vraiment excellent. Et quantitativement aussi, c'est des choses qu'on a vérifiées. Donc, on était assez contents de notre méthode. Donc, on a commencé à l'appliquer sur différentes grandes régions. Donc, on s'est intéressé aux hautes montagnes d'Asie, à l'Alaska et au nord, la partie nord-Amérique, hors Alaska, et à toutes les Andes. Donc, je vais vous présenter quelques résultats de ces études régionales. Donc, d'abord, celle que je connais le mieux, c'est sur les hautes montagnes d'Asie. Donc, les hautes montagnes d'Asie, c'est environ 100 000 km² de glace. Donc, c'est à peu près 50 fois la superficie des Alpes. Et donc, pour la première fois, en fait, on a pu produire cette estimation des changements de masse sur toute la période 2000-2016. Et donc, sur chaque carte, en fait, chaque point représente des glaciers qui occupent une région de 1 degré par 1 degré. Donc, la taille des points est proportionnelle à la surface englacée. Donc, en fait, l'essentiel de la glace se trouve dans cette région-là, qui est le Karakoram, donc qui est une région à cheval entre le Pakistan et l'Inde. Et les points sont colorés en fonction de l'intensité des amincissements ou des épaississements. Quand c'est rouge, ça veut dire que les glaciers s'amincissent beaucoup dans cette zone. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'ils s'épaississent. Et donc, en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est des choses qui étaient déjà un peu connues, mais pas de façon aussi systématique. C'est que les pertes de masse les plus fortes, elles sont dans la partie sud-est du plateau tibétain. Donc, le plateau tibétain, c'est cette grande partie peu englacée. Et donc, c'est dans la région qu'on appelle le Nyenken Tangla que les pertes de masse sont les plus fortes. Et ensuite, on a confirmé qu'il y avait toute une grande région, notamment au Pakistan, donc dans la chaîne du Karakorum, où les glaciers étaient plus proches de l'équilibre, voire gagnaient légèrement de la masse sur la période 2000-2016. Et donc, c'est à peu près les seuls endroits sur Terre actuellement où les glaciers ne sont pas en train de perdre de la masse. Un des résultats aussi assez intéressants de notre étude, c'est qu'en fait, on a montré que il y a des gens qui essayent de modéliser les changements de masse des glaciers, et donc c'est notamment sur la base de ces modèles qu'on fait les prévisions futures d'évolution des modèles, et donc les contributions futures des modèles au changement climatique, enfin la réponse future des glaciers au changement climatique. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le modèle qui est le plus utilisé, qui est celui de Ben Merdion, et donc qui sert même pour certaines estimations actuelles de changement de niveau, enfin de contribution des glaciers à la hausse du niveau des mers, et ben en fait, on s'est rendu compte que sur la période qu'ils essayaient de reproduire, et ben ils étaient très très loin de ce qu'on avait nous. C'est-à-dire que nous, on observe ici, donc chaque pixel, ça correspond aux épaississements, amincissements des glaciers. Donc on voit bien la zone positive ici et plus négative ici. Et en fait, sur la même échelle de couleurs, on voit que le modèle, il simule des pertes de masse très fortes de partout. Donc ça nous a vraiment incité à travailler plus avec des modélisateurs pour que justement ils utilisent plus nos données pour recalibrer leur modèle. Et donc c'est tout un pan de recherche qu'on est aussi en train de développer là-dessus. Bon, c'est juste un peu en aparté. Après, donc ça c'est essentiellement Étienne qui s'est intéressé à l'Alaska et en particulier à deux champs de glace, donc celui de le Juneau et le Stikine. Et en fait, il y a une étude qui utilisait un peu les mêmes méthodes que nous avec les MNT Aster aussi, qui avait trouvé des pertes de masse beaucoup plus faibles que toutes les autres études. Et donc en fait, Étienne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi refait tourner notre chaîne de processing Astérix sur ces deux régions. Et ce dont il s'est rendu compte, en fait, donc c'est
les carrés bleus. Et donc là, en fait, ce qu'on trace sur ce graphique, c'est le taux de changement d'épaisseur du glacier, les amincissements-épaississements, en fonction de l'altitude. Donc on voit des amincissements plus forts en bas, des amincissements qui tendent en général vers 0 en haut. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est que par rapport aux autres, lui, la méthode Astérix qu'il a mis en place, ça convergeait bien vers des amincissements négatifs, pas de changement d'épaisseur en altitude, ce qui est ce qu'on attend le plus et ce que d'autres personnes avaient mesuré. Alors que l'étude précédente, qui voyait des pertes de masse plus faibles, en fait, ici, il voyait un épaississement. Et cet épaississement, en fait, il est très suspect. Il est très difficile à expliquer par la dynamique des glaciers. Et en fait, c'est aussi les seuls qui l'avaient observé. Et donc, on soupçonne fortement que cet épaississement vienne en fait d'un biais dans le fait qu'ils n'utilisaient pas uniquement les MNT Aster, mais ils utilisaient aussi un MNT qui s'appelle le SRTM, qui a été acquis en an 2000, donc c'est le Shuttle Radar Topography Mission. Et en fait, c'est une acquisition radar en bande C, donc le signal pénètre dans la glace. Et donc c'est ça qui expliquerait probablement la différence entre les deux études. Dans le cadre de la thèse d'Inès du Saillant, on a appliqué cette méthode à l'ensemble des glaciers des Andes. Donc dans les Andes, l'essentiel des glaciers s'est concentré au sud, dans la Patagonie, mais il y a aussi des glaciers tropicaux dans les régions tropicales. Et Inès, elle s'est surtout concentrée en fait, sur le fait de séparer la période en deux sous-périodes. Donc moi, quand je travaillais sur les hautes montagnes d'Asie, je me suis essentiellement focalisée sur la période 2000-2016 et je n'avais pas cherché des ruptures dans la pente ou autre. Et donc ça, c'est les résultats d'Inès sur l'ensemble de la période. Donc on voit des pertes de masse les plus fortes en Patagonie. Donc c'est des pertes de masse qui sont beaucoup plus fortes. Pour avoir une idée de l'échelle de couleur, en Himalaya, enfin dans les hautes montagnes d'Asie, les pertes de masse les plus fortes, elles sont de l'ordre des amincissements de l'ordre de 1 mètre par an, ce qui sera à peu près les mêmes amincissements que dans les Alpes. Et ici, en fait, il y a beaucoup de régions qui s'amincissent à des rythmes beaucoup plus forts, à 1,5 mètre, voire 2 mètres par an. Donc c'est vraiment des glaciers qui répondent beaucoup plus au changement climatique actuel. Et en fait, surtout, ce qui est très intéressant dans les travaux d'Inès, c'est que si on regarde la période 2000-2009, en fait, on voit qu'ici, il y a des glaciers qui gagnaient légèrement de la masse et qu'en fait, sur la période plus récente, 2009-2018, ils ont basculé dans des pertes de masse très fortes. Et en fait, ça s'explique essentiellement parce qu'il y a eu ce que les Sud-Américains appellent la méga drought. Donc, c'est en fait une sécheresse très intense qui est arrivée à ce moment-là et donc qui explique très probablement le fait que les glaciers basculent de conditions de masse assez stables à des pertes de masse très fortes. Et encore une fois, ce qu'on voit, ce que Inès a montré dans ses travaux, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette sécheresse, il y a eu des diminutions très fortes dans les débits. Et donc, l'augmentation des pertes de masse des glaciers, elle a aidé en fait à compenser ce manque d'eau dans les rivières. Et donc, en fait, ce qu'elle a montré, c'est que notamment dans le bassin de Mendoza, en Argentine, la contribution des glaciers aux écoulements, elle est de plus de 10% suite à cette période de sécheresse. Donc c'est ça qui fait vraiment la pertinence de ces travaux, c'est que on s'intéresse à des régions particulières et en fait la connaissance du contexte local et la collaboration dans ce cas-là avec des collègues argentins, et ça a vraiment permis de donner une vraie valeur ajoutée à ces travaux, ce qui est très différent de juste faire de la télédétection. Lancer l'algorithme, s'exciter sur les aspects techniques et puis en fait laisser de côté l'interprétation glaciologique. C'est ça qui est vraiment la valeur ajoutée de ces travaux quelque part. Donc tout ça pour vous dire que là je vous ai déroulé un peu l'historique de cette méthode Astérix. On va dire que depuis 2-3 ans ça marchait assez bien, donc on l'a appliqué à des grandes régions. Je vous en ai balayé quelques-unes. Et en fait maintenant depuis 2 ans, il y a Romain Hugonnet qui a commencé sa thèse et qui en fait lui a décidé de l'appliquer à tous les glaciers du monde en même temps.
Et donc, en fait, notamment, Romain, il a fait un très grand travail pour améliorer les traitements des séries temporelles de MNT. Donc, avant, je vous avais vu la slide que je vous ai montrée, on fitait, enfin, on ajustait un peu naïvement des régressions linéaires, donc c'était très sensible aux points aberrants et tout ça. Et en fait, Romain, il a développé toute une série d'outils statistiques, donc c'est les processus gaussiens de régression. Et donc, en fait, ça lui a permis de vraiment tirer encore plus d'informations de cette grande archive. Et notamment de mieux contraindre les changements. Donc ça, c'est des exemples, enfin des changements qui sont non linéaires. Et donc ça, c'est une série d'exemples, donc 4 pixels qui sont tirés sur des glaciers un peu partout. Vous voyez que là, on voit un amincissement très fort et puis après qui se stabilise. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit les endroits où la méthode ne marche pas tellement et on quantifie bien l'erreur associée. On voit des endroits où les glaciers s'épaississent un peu. Donc ça, c'est le glacier Pio 11. C'est connu qu'il est en train de faire ce qu'on appelle un surge, c'est-à-dire que le glacier s'accélère fortement et grossit à l'avant. C'est des phénomènes cycliques qui sont relativement bien documentés. Et ici, où on a un réseau très dense d'observations qui permet même de contraindre les changements de masse à l'échelle saisonnière, quoi. C'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant avec les autres. Donc c'est un travail qui est encore actuellement en évaluation. Mais voilà, Romain, maintenant, il produit des changements d'épaisseur, non plus sur une seule région, mais vraiment sur la Terre entière. Donc on pourrait passer des heures à commenter les endroits où les pertes de masse sont les plus fortes. On voit qu'il reste encore des glaciers en état d'équilibre à peu près sur cette partie des hautes montagnes d'Asie. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec la résolution temporelle améliorée, c'est qu'en fait, les pertes de masse sont plus fortes sur les périodes récentes. Donc, on pense voir déjà la fin de ce qu'on appelle l'anomalie du Karakorum. Donc, tout ça, ça lui a permis, ça c'est les mêmes résultats que précédemment, mais agrégés région par région. Et donc, en fait, là, sur la période 2000-2019, on peut produire une nouvelle estimation des pertes de masse à l'échelle globale, qui sont plutôt en accord avec ce qu'on connaissait avant. C'est plutôt un peu moins négatif que la dernière estimation un peu consensuelle. Et surtout, en fait, on fournit cette barre d'erreur, enfin, ce chiffre-là avec des incertitudes très, très réduites par rapport à toutes les autres méthodes. Donc ça, c'est un travail qui est encore en cours d'évaluation, mais qui devrait être publié assez prochainement. Donc ça, si on veut conclure un peu cette partie, on peut dire que Romain, il a un peu mis sa claque à toute l'archive Aster. Donc bravo à lui, c'est un boulot assez conséquent en termes de gestion de données, etc. Et donc on produit une nouvelle estimation globale des changements de masse des glaciers pour la période 2000-2019, avec une très grande résolution spatiale et temporelle. Donc on peut dire qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter d'autres applications qui sont un peu moins vendeuses, qui ne sortent pas dans les grands journaux, mais qui sont tout aussi stimulantes pour de la recherche. Donc, et moi, c'est un sujet que j'aime bien parce que ça correspond beaucoup à ma pratique de la recherche, avoir vraiment des traitements de données satellites poussés, mais toujours en combinaison avec des études de terrain et toujours pour rester un peu proche de la réalité. Donc là, cette fois, je vais vous parler de l'autre capteur que j'ai mentionné, c'est donc le capteur Pléiade, qui fait de la stéréo le long de la trace sur commande. Donc en fait, tout a commencé à l'automne 2017. Quand on était sur le terrain, donc on travaille le glacier que je vous ai montré au début pour les bilans de masse, c'est le glacier du Mera, qui est dans la région de l'Everest. Et donc on était dans cette région-là, et en fait tout le monde nous parlait d'un lac qui se serait vidangé plus haut dans le bassin. Et personne n'avait trop d'infos là-dessus, mais tout le monde en parlait. Ça avait même déplacé, ça avait emporté un pont qui traversait une rivière à l'aval d'un glacier. Et donc voilà, c'était un peu l'événement du moment. Et en fait, donc ça se passe dans cette région-là. Donc c'est le même endroit que ce que je vous ai montré au début. On voit le sommet de l'Everest ici, tous les glaciers du Khumbu qu'on voit là. Et en fait, le pont ici s'est fait emporter. Et
Et donc, on a des collègues suisses et anglais qui nous ont dit qu'en fait, ce qu'eux soupçonnaient, c'était une vidange brutale de lacs supraglaciaires, donc au-dessus du glacier, et qui serait arrivé ici. Et donc, ils avaient déjà collecté une série d'images satellites, alors pas stéréo, hein, des images planètes, donc un petit satellite commercial avec un taux une fréquence d'acquisition très élevée. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'alors, vous ne voyez pas les dates, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'entre mai, donc ça, c'est mai, juin, juillet, on voit de l'eau qui s'accumule en surface, et d'un coup, au mois de juillet, on ne voit plus d'eau. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, parce qu'au mois de juillet, c'est la mousson encore. Donc il y a encore de l'eau qui arrive à la fois par les précipitations et par la fonte. Et donc, en fait, ça veut dire que les lacs se sont vidangés assez brutalement au cours du mois de juillet, autour du 15 juillet 2017. Et donc, en fait, nous, il se trouve qu'on avait deux MNT Pléiades, un avant l'événement, en mars 2017, et un après l'événement, en décembre 2017. Et ici, ce que vous voyez, c'est une carte de différence des deux MNT. Donc, c'est l'échelle de couleur classique. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça s'est aminci. Quand c'est bleu, ça s'est épaissi. Et quand c'est blanc, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Donc là, tout le blanc qui est en dehors de la langue du glacier, il ne se passe rien. C'est plutôt encourageant. On voit que la langue du glacier, elle s'amincit un petit peu. Alors, on voit plein de petites choses qui seraient très intéressantes à regarder. Là, par exemple, c'est une zone qui est très crevassée. Et vous voyez une alternance bleu-rouge qui est en fait simplement l'advection des crevasses. C'est-à-dire qu'en fait, dans les MNT, le fait que les crevasses, elles se déplacent, bah, ça fait que là où il y avait la crevasse avant, maintenant il y a du plein. Donc, on voit du bleu. Ça, c'est comme si c'était épaissi. Et là où il n'y avait pas de crevasse avant, et maintenant il y a la crevasse, bah, il y a un trou dans le MNT. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien regarder. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est ces lacs-là qui se sont vidangés. Donc l'eau est passée là, hop, et après elle s'est infiltrée, elle est passée plutôt sous le glacier pour faire des dégâts par ici. Et donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais zoomer ici pour vous montrer comment en fait, à la fois sur les MNT, enfin sur la différence de MNT et sur le terrain, on voit des choses qui sont très complémentaires. Donc ce qu'on voit là, en fait, c'est un zoom vraiment de cette petite région. Et donc ici, on voit des amincissements très forts sur une moraine latérale du glacier. Et en fait, c'est vraiment le creusement de cette rivière-là, qui est venue et qui a creusé, qui a entaillé la moraine. Donc ce qui est assez intéressant avec ce satellite Pléiades, c'est qu'en fait, on arrive vraiment à avoir des images qui sont à la résolution du terrain, quoi. Quand vous regardez les images, vous avez l'impression quasiment d'être sur place. En plus, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, en collaboration avec les collègues, on a pu reconstruire aussi des changements, donc faire une relation volume-surface, parce que vous avez vu sur les images que je vous ai montrées au début, eux, ils ont réussi à cartographier l'étendue de l'eau présente en surface, là où les lacs se sont vidangés brutalement. Donc, ils ont pu, à l'aide du MNT, qui donne une représentation de la topographie, ils ont pu calibrer cette relation, ce qui leur a permis de reconstruire en fait une série temporelle, non plus de la surface des lacs, mais bien de leur volume, donc ce qu'on voit ici. Et en fait, ils ont pu comparer ça à, bon, on voit rien du tout sur ce graphe avec le projecteur, mais en fait, il y a des mesures de débit qui sont faites par d'autres collègues de l'IGE un peu plus en aval. Et donc, en fait, on a pu comparer les mesures de débit que vous voyez en bleu ici, qui piquent au moment où les lacs se vidangent. Et eux, ici en jaune, celle qu'on ne voit pas du tout sur l'écran, en fait, c'est le volume cumulé qu'ils ont reconstruit là. Et en fait, le volume cumulé, il est vraiment du même ordre de grandeur que le débit qui a été mesuré en dessous. Donc c'est assez intéressant. On ne s'attend pas à ce qu'ils soient exactement égaux, hein, parce qu'il y a de l'eau qui peut se perdre en route, etc. Mais c'est vraiment le genre d'étude qui montre qu'il y a un vrai intérêt en fait, à échanger beaucoup sur ces données-là, parce qu'en fait, on se rend compte que ça peut intéresser des gens qui regardaient complètement autre chose à la base.
Et donc ça, en fait, des exemples comme ça, j'en ai pas mal parce que c'est des données qui intéressent beaucoup de gens, donc ils me contactent fréquemment pour avoir ce type d'image. Et donc c'est souvent très excitant parce que on découvre des nouveaux processus, etc. Que personnellement je connaissais pas du tout. Donc tout ça pour vous dire que en fait, j'espère avoir illustré le fait qu'il y avait un potentiel vraiment assez incroyable dans des archives satellites. L'archive Aster, avant, personne s'en était trop préoccupé. Et donc, alors qu'en fait, il y avait quand même vraiment de l'information hyper intéressante dedans. Et donc ça, c'est quelque chose où on essaie de pousser les agences spatiales à mettre des données en accès libre et à faire un archivage complet des acquisitions. Donc c'est un gros travail de lobbying, mais ça c'est des arguments assez forts qu'on peut apporter pour pousser ce travail. Et après, sinon, la télédétection, c'est un côté un petit peu geek qui est aussi très sympa de voir des nouveaux capteurs qui font des choses vraiment incroyables. Et donc, pour ceux et celles qui n'en font pas encore, je vous incite à considérer la télédétection comme une des voies possibles pour votre carrière future. Voilà, merci beaucoup.